fait, quand tu viendras, juste à faire le tour comme ça. Okay. Pendant que nous, on placote derrière notre écran rouge. Ah oui, on est live, là? Ben, on est live certain. Oh! Moi, je suis né live. Tu es né live. Ma vie est un direct interminable. Ben, allons-y pour le 2. Ça sonne-tu un peu comme prétentieux, ce que j'aime? Est-ce qu'on passe en mode actif? Boum! Nous sommes en direct du Café Osmo ce jeudi presque midi. Presque 11h. 7 mars, un peu plus qu'11h. On n'est pas tout à fait à l'heure aujourd'hui, désolé. Je suis Alain McKenna. Je suis avec mon bon ami Martin Dufort. Bonjour. Qui est un spécialiste de la programmation informatique depuis le jour où, et là je vais vous grandir, et je vais même vous faire un zoom, ce livre-là était moins jauni qu'il l'est en ce moment. Oui. Resedit Complete. Resedit 2. Pour les gens qui savent c'est quoi, ben félicitations, vous savez c'est quoi. C'est une vieille histoire, ça. C'est dans le temps où les écrans des Mac étaient 2 couleurs. Et là, aujourd'hui, on va parler de téléphone Galaxy S10 pour vous dire comment le temps a filé entre les deux, pareil. Ben, il y a une disquette soupe 3,5 pouces sur le livre, Alain. Ça vient avec un floppy, comme on dit. Un floppy, oui. Hey, 3,5 pouces. C'est fou. On va aussi parler, parlant de technologie des temps modernes, de l'application Transit, qui avait une grosse nouvelle cette semaine. C'est rendu l'application officielle pour le réseau de transport en commun de la ville de Saint-Louis au Missouri. On a Sam Vermette, le cofondateur et PDG de l'entreprise, qui va être avec nous. Il vient de, vous l'avez peut-être entendu en entrée de podcast, il vient d'aller chercher un café. Puis ils ont reçu une bonne ronde de financement récemment aussi. Ils ont des sous, ils ont une technologie qui est plus précise que l'application des réseaux officiels dans genre 175 villes en Amérique du Nord. Ben, c'est moins que ça, là, mais c'est comme, écoute, c'est fou les chiffres qu'ils ont. On va parler de l'avenir des transports et de la mobilité dans les deux sens. Mobilité au sens du téléphone et mobilité dans le sens de vos 2 pieds qui marchent et qui se rendent dans un autobus et qui se rendent au travail et ce genre de choses. Ouf! Ça, c'est du préambule, mon homme. Chargé. On est parti. Contenu chargé. On va tout de suite partir, pendant d'être parti, avec nos actualités que j'ai ici à l'écran. Je peux maintenant vous en parler. On part tout de suite avec ça. Et oui, et ça, Martin, c'est ta job. Oui, et je mets mes lunettes de réalité réelle. Oui, très réelle, cette réalité. Oui. Je te lance tout de suite, et ça m'a surpris. Microsoft va lancer une version allégée de Windows appelée Windows Lite pour les appareils à 2 écrans. À double écran. Là, j'ai plein de questions, mais commençons par Windows Lite, ça va être quoi exactement? Bien, Microsoft est présentement à l'œuvre. Ce que j'ai lu, Alain, c'est que Microsoft est présentement à l'œuvre afin d'offrir Windows Lite, qui va être une version de leur système d'exploitation plus léger pour concurrencer Chrome OS de Google sur les Chromebooks. Ah, ça fit, ben oui. Alors, ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est que l'annonce ou les rumeurs disent qu'il va y avoir des manufacturiers qui vont sortir des appareils à double écran, donc comme une espèce de livre. Donc, un écran de chaque côté. Microsoft avait déjà travaillé sur un projet semblable début 2008 qui s'appelait le Microsoft Courrier, qui est une espèce de... Ah, c'est de là que ça vient, ça. C'est de là que ça vient, ce qui est une espèce d'appareil que tu ouvres puis qui a 2 écrans. Alors, ce qu'on sait, c'est que Microsoft va travailler à optimiser le système d'exploitation pour ces appareils-là à double écran. Et la rumeur dit qu'il va y avoir de nouveaux appareils qui vont rentrer dans cette catégorie d'ici la fin de l'année. Donc, on pense également aux appareils que tu as vus à la Mobile World Congress, les Huawei pliables. Ah, oui, OK. Ben oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'un téléphone comme ça pourrait devenir une tablette Surface. Exact. Donc, est-ce qu'on pourrait voir la résurrection du téléphone Microsoft à travers ce concept? Peut-être. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur le site, le site Windows Central que j'ai lu, à l'interne, ce projet possède le nom de code Santorini. OK. Et ce qu'ils disent là-dessus, c'est qu'à la conférence annuelle des développeurs Microsoft, le Build, qui s'en vient en mai prochain, on pourrait potentiellement avoir plus d'informations et sur Windows Lite et sur potentiellement aussi les nouveaux appareils. Ben, tu regardes l'évolution des produits Surface jusqu'à la Microsoft Surface Go, qui est l'équivalent d'un iPad comme j'ai devant moi. Ça va en réduisant de taille à chaque fois. Donc, l'étape suivante serait effectivement peut-être de considérer une tablette pliable comme un téléphone. D'où la stratégie de un pas en arrière pour Microsoft pour faire 2 pas en avant éventuellement. Bien, je pense que Microsoft regarde vraiment attentivement le marché, la progression des Chromebooks et de Chrome OS. Puis ils se disent, bien ça, c'est une part de marché qu'on veut aller chercher aussi. Donc, il y a peut-être effectivement des travaux qui sont faits dans ce sens-là. À suivre. En mai, Build 2019, on va essayer d'être là, ça va être le fun. On va essayer d'être là. C'est toujours une belle conférence. C'est là que j'avais essayé les HoloLens en avant-première il y a quelques années. Donc, c'est peut-être la place où voir des nouveautés Microsoft. On va suivre ça attentivement au fil des prochaines semaines. Dans un autre registre, une compagnie qui fait des voitures qui s'appelle Audi a présenté une technologie assez intéressante qui permet de prédire, ou en fait d'anticiper quand les feux vont tourner au vert
pour ne pas avoir à freiner et donc pour Exact. avoir une conduite optimale. Exact. Pour vrai, ça marche ça? Combien d'anneaux on dit? 4, 5? La marque aux 4 anneaux. Et voilà. Zano avec un Z après ça. Un Zano. Oui. Oui, puis je veux dire, juste une parenthèse, Audi font beaucoup de travail pour la voiture autonome, mais ils sont très progressifs et je sais qu'ils ont des ententes avec certaines villes américaines pour développer la technologie de mobilier urbain communicant, Oui. comme par exemple des fûts de circulation qui Tout à t'envoient fait. de l'information. J'imagine que ça repose là-dessus. La Oui, technologie. oui. Ben exactement, Alain, tu as mis le doigt dans le bullseye. Ben merci. Alors, ce que j'ai lu, c'est que Audi, effectivement, la marque allemande aux 4 anneaux, expérimente présentement un système afin de détecter les feux verts et optimiser la vitesse de conduite afin d'être synchronisé avec ces feux verts-là. Donc, le but, c'est avoir une conduite qui empêche ou qui éviterait finalement la séquence accélération-arrêt que tu as à chaque feu rouge. Donc, Audi nomme cette technologie-là le GLOSA, G-L-O-S-A, donc en anglais, le Green Light Optimized Speed Advisory. Ben oui. Donc, Pourquoi pas? c'est quoi? Ça utilise en réalité la distance potentielle de freinage, le séquencement des feux de circulation et la limite de vitesse sur la route courante pour te donner une vitesse optimale afin de synchroniser tous les feux verts sur le chemin. Écoute, on aimerait ça sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Oui. Est-ce que tu penses que ça peut s'en venir à Montréal un jour? Peut-être. Si on enlève les nids de poules. Le système met à profit, Un donc, système pour ça, ouais. la connectivité mobile 4G LTE qui se trouve à l'intérieur des véhicules. Et comme tu le disais, Alain, c'est une amélioration du système précédent que Audi avait mis disponible sur certains véhicules 2017-2018 qui appelait la technologie V2I, le Vehicle to Infrastructure, Oui. qui était incluse dans certains modèles qui permettaient de communiquer avec le système de gestion des feux de circulation. Donc, quand tu arrivais proche d'un feu rouge, la voiture communiquait avec la lumière et disait « Oh, le feu va tomber au rouge dans X secondes. Alors, c'est vraiment un avancement par rapport à ça. Le système V2I avait été mis à l'essai dans plusieurs villes américaines, comme tu l'as dit, dont Washington, Dallas, Denver et autres. Ouais. Donc, Ça, j'ai eu l'occasion d'essayer un truc comme ça avec BMW à Las Vegas l'année passée. Puis, écoute, ça reste très préliminaire, mais c'est prometteur. Il y a vraiment une notion, tu sais, on se dit, bon, c'est le fun pour le conducteur qui n'aura pas à gérer le avance-arrête, avance-arrête. Mais il y a une notion aussi d'optimisation de la conduite. En freinant moins et en accélérant moins, on économise aussi de l'essence. Donc, il y a une notion de pollution même avec ça. Aussi minime soit-elle, qu'on souhaite efficace au moins. Bien, je pense que c'est un bon maillon avec la ville connectée puis la conduite autonome. C'est une des premières étapes vers ce rêve idéalisé de voiture qui se conduit toute seule, ou en tout cas qui circule dans la circulation sans qu'on aille toucher au volant. On n'est pas rendu là encore tout à fait, mais c'est un pas dans la bonne direction pour Audi. V2I, c'est une expression très populaire dans l'industrie automobile qui devrait devenir un standard éventuellement, parce que les objets communicants en ville, le mobilier urbain communicant, pour le dire exactement, devrait mener à obtenir de l'information dans sa voiture sur l'état de la route un peu plus loin, ou à des endroits où on ne voit pas, pour que la voiture autonome puisse détecter d'avance une voiture qui va griller un feu rouge et des choses comme ça pour éviter des accidents. Donc c'est un premier pas plus... pas amusant, mais peut-être un peu plus léger vers ce genre d'application-là. Bravo Audi. Et espérons d'avoir ça à Montréal prochainement, ou au moins d'avoir des feux synchronisés ou quelque chose entre les deux. Ça serait pas mal le fun. Parlant d'intelligence artificielle, c'est un lien un peu vaseux, mais quand même, il y a un site web assez inquiétant qui a surgi sur les internets il y a 2 semaines, qui crée des images artificielles, donc complètement de synthèse de gens, mais qui sont extrêmement réalistes. Mais qui n'existent pas. Et qui n'existent pas. C'est quoi ce site web-là? Alors, j'ai lu ça cette semaine. J'ai été faire un tour sur le site et j'ai été, en bon français, flabbergasté. Flabbergasté. Tout à fait. Alors, le site web s'appelle thispersondoesnotexist.com. Alors, c'est quoi ce site web-là? C'est un site web qui présente des images assemblées par ordinateur, qui utilise une technologie qui a été publiée par la firme américaine qui fait des cartes vidéo, des cartes graphiques NVIDIA. Ah oui, en plus, OK. Oui. Ah bon. Alors, la technologie utilise l'intelligence artificielle afin de créer de toutes pièces le visage d'une personne qui n'existe pas. Alors, tu vas sur le site, à chaque fois que tu fais un rafraîchissement de la page, tu vois une nouvelle image, et là, tu regardes ça et tu te dis, c'est impossible, cette personne-là n'existe pas.
C'est vraiment très, très réel. Puis l'affaire, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même image. Je pense qu'à chaque fois qu'on va sur le site, ça génère une nouvelle image. Exact. On ne peut pas revenir à l'image précédente. Oui. Alors, le résultat est vraiment incroyable. On est loin là, du Photoshop où je prends comme tes cheveux, les sourcils de mon oncle George. Oui, c'est vrai, c'est très réaliste. C'est vraiment réaliste. Alors, j'ai creusé un petit peu pour savoir comment ils faisaient pour créer ces images-là. Alors, le site où la technologie utilise une banque de plus de 70 000 images de visages qui proviennent de chez Flickr. Ah oui. Donc, ils ont été sur le site Flickr, ils ont pris les photos de faces de gens et puis ils les ont ramassées, ils ont bâti une image, une banque de 70 000 images, donc environ 100 gigs de données d'images. Ils ont pris ces images-là, et c'est toutes des images à haute résolution, donc 1024 par 1024 pixels. OK. Donc, ils ont pris ces images-là afin de calibrer le modèle qui permet de créer les fausses images. Mais c'est pas du rapiessage de morceaux d'image. C'est vraiment généré de zéro. C'est vraiment généré toute pièce. Alors, Wow. afin de produire une image de haute résolution de 1024 par 1024, les personnes qui n'existent pas, le modèle doit être entraîné environ 14 jours ou 350 heures de temps processeur. C'est fou, pareil. C'est énorme. Mais allez faire un tour sur ce site. Moi, j'ai fait un rafraîchissement de plusieurs pages. Il y en a certains que tu dis, oui, celui-là, je comprends que cette personne n'existe pas, mais il y en a d'autres, c'est comme, non, c'est impossible, là, je ne peux pas faire la différence. C'est drôle parce que dans la même veine, j'ai découvert par la suite qu'il y avait un site web qui s'appelle thiscat.doesnotexist.com. Ça, je ne l'ai pas vu. Qui est exactement le même principe, mais avec des chats. Sauf que là, on voit vraiment la limite de la technologie parce que je ne sais pas pourquoi c'est plus difficile de produire des chats de synthèse, là, mais c'est... on voit souvent la fin des pattes où il y a un morceau, il y a comme une pièce qui n'a pas d'affaire, là, une patte de trop, un œil croche. En tout cas, bref, c'est moins bien réussi de ce côté-là. Ce serait moins inquiétant aussi que des chats soient inventés de toutes pièces, mais pour les faux comptes Twitter, les faux comptes Facebook, toute cette notion-là, l'intelligence artificielle a vraiment... écoute, on voit là le potentiel de dangereux que ça peut avoir. Exact. À plein niveau, en fait. Puis, tu vois, Alain, ça me rappelle un petit peu aussi, ce genre de prototype fait penser au service Lyrebird dont on a parlé. Oui. À Tasse de Tech, qui est une start-up de Montréal qui permettait... La synthèse vocale. Exactement, de reproduire la voix d'une personne. Donc, tu faisais la lecture de plusieurs phrases, puis tu étais capable de reproduire ta voix, puis tu lui faisais dire des trucs. Donc, c'est encore une fois, là... Les deepfakes aussi, toute la notion, on peut remanier des vidéos. Peut-être qu'on n'existe pas vraiment, Martin, on n'est pas là. Mais on est peut-être une simulation. On n'est pas là. C'est inquiétant. C'est nos robots. Mais on est sur Facebook. Et ça, c'est rassurant, les amis, d'être sur Facebook. Sauf si vous donnez votre numéro de téléphone comme deuxième pièce d'authentification, en plus du mot de passe. Parce que ce qui devrait être une mesure de sécurité inviolable devient un outil marketing pour Facebook tout d'un coup. Parce que ce numéro de téléphone-là peut être récupéré, repris par Facebook. C'est incroyable. Pour que les gens puissent vous retracer, vous trouver, vous envoyer une invitation d'amitié, finalement. Alors, Alain, tu sais c'est quoi l'utilisation de l'authentification à 2 facteurs? Oui. Alors, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu peux faire ton nom d'usager, ton mot de passe, et pour avoir plus de sécurité, tu peux enregistrer un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone-là est pour confirmer que tu veux vraiment te brancher à ton compte. Alors, quand tu te branches à ton compte, tu reçois un message texte qui dit « Voici le code que tu dois rentrer pour confirmer que tu es bien Martin. » Ouais. Alors, quand tu actives l'authentification à 2 facteurs sur Facebook, évidemment, il faut que tu donnes ton numéro de mobile. Alors, ce qu'on apprend cette semaine, c'est qu'il y a un journaliste du New York Times qui a découvert que votre numéro de téléphone que toi t'as donné pour avoir un environnement plus sécuritaire pour te brancher à Facebook, bien, eux, ils l'utilisent pour faire d'autres choses aussi. C'est une donnée publique à la fin. Exactement. Alors, ce qu'ils ont découvert, c'est que maintenant, ton numéro de téléphone peut être utilisé pour retracer n'importe quel correspondant à travers le réseau Facebook. Par défaut, ton numéro de téléphone est disponible, même si tu ne l'as pas mis dans ton profil, public. à tout le monde. Donc, everyone on Facebook. Il faut que manuellement, tu ailles dans une dédale de réglage pour dire non, je veux que ce soit juste mes amis qui aient accès, mais tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas dire juste moi. C'est que la mesure de sécurité la plus élevée, c'est qu'on peut juste l'afficher à nos amis. On ne peut même pas l'éliminer du tout. Là. Exact. Fait que ce que Facebook répond à ça, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il utilise ce numéro de téléphone-là pour, oui, faire, entre guillemets, la recherche des correspondants, mais aussi pour avoir de meilleures publicités pour envoyer aux gens. Donc, le lien, hein?
tu es dans le 514, donc tu es à Montréal, tu envoies de la publicité à Montréal, etc., etc. Ah, bon point. Donc, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook et vous avez activé l'authentification en 2 facteurs. Toi, tu n'en as pas Facebook. Tu es écœuré par ça, quoi? Tu as décidé de tirer la plug? Moi, j'ai décidé que... Ouais. Ben, tu n'es pas le seul. Je lisais justement ce matin... 15 millions. Oui, aux États-Unis, depuis un an, 17 millions de personnes ont quitté Facebook, probablement écœurées par la façon que le site gère les données des gens. J'ai hâte de voir si les mesures annoncées hier par Mark Zuckerberg pour transformer un peu la façon dont Facebook fonctionne va avoir un effet positif sur cette situation. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même plus... C'est un réseau publicitaire qui utilise les données personnelles des gens pour cibler. Oui. Donc c'est un peu... c'est embêtant. On va voir la suite de ça, c'est intriguant, mais c'est sûr que la façon que le numéro de téléphone est utilisé dans toute cette approche-là est extrêmement maladroite. L'authentification de facteurs peut être faite aussi avec un mot de passe et un générateur de code, une application tierce qui génère un code sans le numéro de téléphone. Oui. On peut aussi, je crois, Facebook a une fonction de certification par une autre application ouverte précédemment. Donc, si vous utilisez Facebook déjà sur un ordinateur personnel, vous pouvez aller sur l'ordinateur, certifier que vous êtes en train de vous enregistrer sur un autre appareil. Ça évite d'utiliser le numéro de téléphone. Donc, il y a des façons de contourner ça. Mais ça reste quand même que c'est des données privées qui devraient rester privées. Mais moi, ce qui me gratte un peu, c'est que c'est vraiment un modèle éprouvé pour faire de l'authentification beaucoup plus sécuritaire. Puis là, parce qu'il y a un joueur qui décide de prendre ce numéro de téléphone-là, le rendre public, là, ça refroidit un petit peu ça va ralentir l'application de cette technique-là, effectivement. Oui, ça va être problématique. Mais il existe d'autres solutions. Espérons qu'elles vont la remplacer ou qu'éventuellement la sécurité informatique deviendra une priorité pour plus que les simples consommateurs. Merci pour les actualités, Martin. Mais tu as une surprise pour nous. Un plus 1. Tu as un plus 1. Le plus 1 de la semaine. Le plus 1 de la semaine. La semaine dernière, on a eu Zozo. Oui. Cette semaine, on a Quip. Quip. C'est quoi Quip? Quip, c'est le club de brosse à dents. Un club de brosse à dents. Donc, j'espère que c'est pas du partage. Ah non, c'est pas du partage. Ouf. Donc, je sais pas si tu te rappelles, Alain, le Dollar Shave Club. Oui. Dollar Shave Club, qui est un service d'abonnement pour lequel tu recevais un rasoir et un ensemble de lames à tous les mois. Donc, pourquoi cette personne-là avait parti le Dollar Shave Club? Il allait en pharmacie, il voulait avoir des lames de rasoir. Les lames de rasoir étaient dans le présentoir, ils sont barrés, il n'était pas capable d'avoir de commis pour avoir les lames, c'était compliqué. Alors lui, il a décidé, non, nous, on va partir une compagnie où je t'envoie des lames de rasoir tous les mois. Mm-hmm. Et tu n'as plus besoin d'aller à la pharmacie, tu ne te casses pas la tête avec ça. Juste pour te dire, Dollar Shave Club a été vendu au groupe Unilever, qui est un énorme groupe. Oui. T'sais, ils ont Dove, Lipton, Noxzema, Q-Tips, ils ont beaucoup un de des brands. 3 grands groupes avec Gillette, Procter & Gamble. Exact. Mm-hmm. Donc, ça a été vendu en juillet 2016 pour 1 milliard de dollars. Donc, Dollar Shave Club est passé chez Unilever pour 1 milliard. C'est une bonne idée. Oui. Donc, Quip fait la même chose pour les brosses à dents. Donc, dans ce même créneau, effectivement, de produits physiques par abonnement, on retrouve la compagnie Quip qui vous permet d'obtenir une brosse à dents électrique et une nouvelle tête de brosse à dents à tous les mois. Okay. À tous les 3 mois, excuse. Pourquoi 3 mois? C'est le temps qui est proposé par l'Association des dentistes. Temps d'usure. Exact. Pour avoir une nouvelle tête de brosse. Ouais. Alors, tu permets à Célaboté, donc tu reçois ta brosse à dents électrique, qui est d'un design très épuré. Là, j'ai regardé, c'est vraiment incroyable. La brosse à dents, d'ailleurs, a été proclamée comme une des inventions de l'année en 2016 par le magazine American Times. Ah, OK. Donc, c'est vraiment bien fait. Bien ça. Donc, tu t'abonnes et à chaque 3 mois, tu reçois une nouvelle tête de brosse à dents ainsi que la pile 3A qui permet de faire fonctionner ta brosse à dents électrique. Donc, elle n'est pas rechargeable. C'est une pile que tu insères. C'est un peu problématique, ça, non? Il y a une certaine logique, j'imagine, de Bien, ce qu'il disait là-dedans. Pour éviter le gaspillage. Exact. Ce qu'il disait là-dedans, c'est que tu peux avoir une pile rechargeable ou on t'envoie une pile à tous les 3 mois. Okay. C'est toi qui décides. Okay. La brosse à dents électrique possède pas de mode compliqué, il n'y a pas de Bluetooth, ça ne se connecte pas à ton téléphone, mais il y a une minuterie de 2 minutes, c'est le temps de brossage recommandé, avec un indicateur toutes les 30 secondes, a fait changer la position, 30 secondes ici, 30 secondes là, là et là. Donc, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai vu ça, le design est vraiment beau. Il disait, on se demande pourquoi ce n'est pas dans les Apple Store, ce genre de brosse à dents. Le coût, kit de départ, 25 $ par mois pour le modèle en plastique. Par mois? Non, 25 $ pour partir, le starter kit. Okay. Oui. Donc, 25 pour le modèle en plastique ou 40 pour le modèle en métal. Et ensuite, à tous les 3 mois, 5 $. OK, 5 $ par 3 mois. Exact. Ah, ça, c'est pas si mal. Pour une nouvelle pile, une nouvelle tête de brosse à dents et il n'y a pas de frais de transport. C'est inclus dans le 5 $. Exact. Donc, un service de brossage as a service. Brossage as a service. Pour 5 $ par mois. Plus un frais de démarrage. Oui.
Donc, le site www.quip.com. Allez voir ça et dites-nous ce que vous en pensez. Écoute, je suis quasiment tenté d'essayer ça. Moi aussi. On va voir ça. Donc, on reçoit des lames de rasoir d'un bar, une brosse à dents de l'autre. Ton bouton Amazon pour avoir... Un shampoing, c'est quoi la prochaine étape? Exactement. Des idées. Il y en a des idées. La salle de bain est un endroit qui mérite d'être revampé. Merci, Martin. Mais merci. On va recevoir un invité qui a cofondé en fait une entreprise qui a développé une application qui est très connue des utilisateurs de transport en commun et qui fait du chemin littéralement depuis son invention, depuis sa création. Partout en Amérique du Nord, l'application Transit, qui est une des premières applications que j'ai installées sur, je pense, mon iPod Touch à l'époque. Je dois dire comment ça fait longtemps. Ils viennent en fait 2 nouvelles cette semaine. Ils viennent de devenir l'application officielle du réseau de transport de la ville de Saint-Louis au Missouri. Là, j'ai hâte de voir si Saint-Louis est une grosse ville par rapport à d'autres centres urbains aux États-Unis. Et ils ont aussi reçu du financement pour évidemment poursuivre leurs opérations au sens plus large. On a avec nous Sam Vermette, qui est le cofondateur et PDG de Transit. Est-ce qu'on dit Transit? Sam, comment Sam, ça va? Salut Sam. Oui. C'est Transit depuis Transit tout court. septembre 2016. OK. Donc, c'est le nom aussi de votre entreprise. Là. Comment? C'est le nom de l'entreprise et de l'application. Oui. OK. Mais tu sais, on dit... en français, c'est moins sujet à problème, là, mais en anglais, on va dire... c'est juste Transit tout court, c'est un mot commun. Fait que là, par exemple, dans une conférence de transport en commun, le mot transit est un peu partout. Puis là, nous, notre kiosque, c'est transit. Fait que là, il faut comme préciser de Transit App ou l'entourer. Ou par écrit, le mettre en italique, prendre des petites précautions là, pour que les gens comprennent qu'on parle d'une application. Ouais. Cela dit, les gens en tout cas, beaucoup de gens connaissent l'application en partant et évidemment est aussi très appréciée. Si on suit le fil d'actualité de votre évolution au fil des temps, il y a même des transports maintenant, des gestionnaires de réseaux de transport municipaux qui adoptent votre application. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si populaire, votre application? Qu'est-ce qui fait que Transit est si populaire? Ben, déjà, ça fait longtemps qu'elle existe. Donc, ça, c'est clair que ça l'a aidé. Donc, ça a été lancé en 2012, la première version. Donc, ça fait 7 ans qu'on l'améliore, qu'on travaille à régler des problèmes, qu'on essaie de repenser comment on peut faciliter l'expérience de mobilité des gens. Donc, après 7 ans, on a fait un bon bout de chemin. Donc, les gens l'aiment. Puis, qu'est-ce qui fait que plus au cours des dernières années, des sociétés de transport, par exemple la STM, Boston, Edmonton, Saint-Louis, décident de faire la promotion de Transit, c'est que les sociétés de transport de plus en plus réalisent que leur expertise, c'est pas nécessairement le développement d'applications, leur expertise, c'est l'opération de réseaux de transport. Puis souvent, dans le passé, les sociétés de transport qui ont essayé de s'aventurer dans le développement d'applications, ça s'est souvent mal terminé. Puis c'est des sommes d'argent public qui ne sont pas nécessairement bien investies. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est une question d'un novice, qu'est-ce qui est compliqué pour une agence de transport dans le fait de livrer l'information qu'elle possède à l'interne à ses utilisateurs? Livrer l'information, c'est encore quelque chose que les sites de transport font. Par exemple, la STM, ils ont des GPS sur les autobus, puis les GPS, l'information est retransmise à des systèmes. Les systèmes, nous, on se connecte au système. Nous, on est un messager. On package l'information dans une belle enveloppe pour rendre l'information accessible, puis donner rapidement accès à l'information. La difficulté, c'est au niveau de la conception de l'interface pour naviguer cette information-là, au niveau de la technologie pour rendre l'accès à cette information-là rapide, efficace, à l'épreuve de toutes sortes de problématiques. Par exemple, un exemple de base, c'est que souvent, dans le passé puis encore aujourd'hui, beaucoup des applications plus vétustes, on ouvre l'application, puis les horaires de transport en commun sont mis à jour régulièrement. Donc, un principe quand même assez fréquent qu'il y avait dans le passé puis qu'il y a encore aujourd'hui, c'est que si j'ouvre l'application le lendemain d'un changement d'horaire, par exemple, la STM, ils font ça chaque 3 mois, mais il y a des villes qui le font tous les jours. L'application va dire un instant, s'il vous plaît, j'aimerais télécharger les nouveaux horaires. Toi, tu veux ton heure de bus, tu attends que les données se téléchargent. Régler ce problème-là. Là, paf, tu manques ton autobus. Tu manques ton autobus, c'est super frustrant comme expérience. Le contexte mobile, c'est tout de suite l'information. Donc, ça, c'est un exemple que dès le début avec Transit, on a réglé en ayant un mode online, un mode offline qui fait en sorte qu'à la première connexion, on se connecte au mode online pour avoir l'information tout de suite. Et en parallèle, derrière, on télécharge l'information en offline pour que plus tard, ça soit plus rapide. Donc, développer ce genre de technologie-là, c'est un exemple. C'est plus difficile pour des transports à développer, par exemple, que pour une shop de développement plus spécialisée là-dedans. Oui. Sam, moi, je me rappelle, là, tu nous parles, tu es capable d'avoir la position en temps réel des autobus avec les GPS sur les autobus. Il y a un moment donné, vous aviez sorti une initiative où ce que les utilisateurs dans les autobus
envoyait la position de l'autobus. Est-ce que ça fonctionne encore? Oui, ça fonctionne encore. En fait, c'est... Donc, à la base, c'est qu'à Montréal, il n'y avait toujours pas de GPS. Donc, les horaires étaient des horaires, ce qu'on appelle théoriques. Donc, c'est l'heure à laquelle le bus est censé passer. Oui. Mais on ne sait pas trop. OK. Puis nous, on a développé cette fonctionnalité-là que quand quelqu'un est dans l'autobus, ben, il peut appuyer sur le bouton Go. Et puis, en partant en Go, ben, dans le fond, ça broadcast le positionnement GPS de l'utilisateur qui, dans le fond, est rendu un autobus, puis il est dans l'autobus, à d'autres utilisateurs qui attendent le même autobus. Ce qui fait en sorte que ben, les données deviennent beaucoup plus précises étant donné que c'est du positionnement en temps réel. Là, la STM, en décembre 2017, ont finalement lancé leur propre système temps réel avec des positionnements GPS, des horaires en temps réel. Il y a quand même une limitation pour les systèmes comme celui de la STM, mais aussi tous les autres systèmes de transport commun à travers le monde, c'est que les GPS sont souvent mis à jour en 30 secondes à 2 minutes, tandis que nous, avec Go, c'était rafraîchi à chaque seconde. Ouais. Donc, c'est une fonctionnalité qu'on continue à pousser parce que ça continue à générer des données plus précises, étant donné que les GPS sont mis à jour à chaque seconde. Ouais, à un moment donné, ça, vous étiez comme plus rapide même que les systèmes en temps réel des réseaux. C'est tout à Ben, votre plus rapide, honneur, plus précis. Ouais. Ben, sur les retards et les choses comme ça. Ouais. Mais ça implique que ça prend un utilisateur de transit qui a activé Go dans chaque véhicule, ce qui est quand même pas évident à avoir. Là. Donc, ça devient un problème de densité s'il n'y a personne qui est dans l'autobus. Là, tu ne peux pas savoir à quelle intersection elle est rendue. Là. Oui, c'est ça. Puis, mais il y a un concept de l'œuf et la poule. C'est que si personne l'utilise, ben, personne bénéficie des avancées. Si personne bénéficie des avancées, ben, personne n'en parle. Exact. C'est pour ça qu'il faut atteindre. Ça prend une certaine masse critique là, pour que ça fonctionne bien. Là, vous avez quand même passé un peu ce seuil-là. Vous êtes rendu avec plusieurs millions d'utilisateurs, si j'ai bien compris. Oui, on a plusieurs millions d'utilisateurs, mais si on pense à la STM, quand on a de pointe, il y a 1400 véhicules sur la route, bien, ça prend 1400 personnes en même temps qui ont fait Go. Puis souvent, c'est qu'il y a une concentration sur certaines lignes. Sur un bus de 55, on a peut-être 3-4 personnes qui utilisent Go, alors que sur un bus dans West Island, il n'y a personne qui utilise Go. Précision, donc Go, il faut l'activer nous-mêmes quand on est dans l'autobus pour que ça vienne chercher les données des gens. Puis ça, c'est important pour nous parce qu'il y a d'autres applications qui ont pris une approche où est-ce que ils te demandent l'accès à ta localisation en tout temps. Puis là, ça roule en tout le temps, ça draine ta batterie, puis tu t'en rends même pas compte. Puis là, il y a des questions de privacy là-dedans. Nous, on s'est questionné initialement, c'est comment on fait pour que les gens nous donnent permission à cet accès privilégié-là. Puis à la base, il n'y avait même pas d'histoire de crowdsourcing. À la base, c'est quand tu faisais Go, on t'envoyait des push pour quand partir de chez toi. Si en marchant, on voyait que tu allais manquer ton bus, on envoyait une push pour dire comme dépêche-toi, tu vas manquer ton bus. Dans l'autobus, on dit comme ton arrêt est dans 2 arrêts, débarque ici. Fait qu'à la base, c'était vraiment l'incitatif pour que les gens te donnent accès, c'était vraiment le plus value de ces push notifications-là. Et puis là, par la suite, on a commencé à utiliser ça aussi pour faire du crowdsourcing. Puis on est super transparent dans la manière que ça fonctionne. Première fois que tu pars Go, on t'explique exactement comment on t'envoie des pushs. Et aussi, on utilise ton positionnement pour l'envoyer à d'autres utilisateurs. Puis en tout temps, tu peux dire non, je ne suis pas intéressé. Puis, tout ça étant anonyme aussi, j'imagine. Tout ça étant anonyme. Donc, il y a une valeur ajoutée pour l'utilisateur de dire, moi, quand je fais Go, j'ai plus de fonctionnalités que quelqu'un qui ne le fait pas. Puis en plus, j'aide des gens. Puis par la suite, on a aussi rajouté des fonctionnalités de gamification où est-ce qu'on dit combien de gens que tu aides avec Go. Fait que dans le fond, on va chercher tous les gens qui sont mettons, toi, tu es sur la 55, ben on va chercher tous les gens plus loin sur la 55 qui attendent peut-être la 55. Fait que là, on dit en ce moment, tu aides 50 personnes qui utilisent Transit. Tout, c'est des vrais utilisateurs, encore une fois anonymes, mais c'est des vrais utilisateurs. Puis à la fin de ton trajet, on dit, durant ton trajet, tu as aidé 250 personnes. Puis là, on a même des leaderboards qu'on dit, genre, tu es la 10e personne la plus utile sur la 55. Puis ça, il y a des gens qui embarquent vraiment là-dedans, puis qui trippent, là, qui activent Go vraiment juste pour accumuler les points pour devenir meilleur. Okay. Est-ce que c'est aussi pour, parce que là on parle d'autobus, mais pour le métro, d'autres modes de transport? Ça fonctionne pour les autres modes de transport. C'est sûr que quand un métro ou même un bus passe à toutes les 3 minutes, ça devient moins pertinent d'aider les gens parce qu'ils passent tellement souvent qu'ils ne regardent pas les horaires. Dans le cas du métro aussi, c'est plus tricky parce que ça prend le GPS, ça prend accès au GPS, puis dans le métro, le GPS, l'Internet fonctionne bien, mais le GPS, il n'est pas très précis. Là. Il y a une incertitude de comme 1 kilomètre, mettons. Ouais. C'est ça. Fait que c'est moins utile dans le métro, mais dès que la ligne passe pas à chaque 3 minutes puis que le GPS est accessible, c'est assez utile. Ça devient intéressant. Ouais. Il y a beaucoup d'applications dans cette espèce de créneau, appelons-le, disons, la mobilité urbaine connectée, par exemple. Ça va jusqu'à Google Maps, là, qui offre des services de voici comment tu pourrais te rendre à la destination en temps de temps, puis ces choses-là. Donc, moi, ce que j'ai compris de Transit, c'est que vous vous différenciez, vous distinguez par une précision sur le temps, l'horaire, ces choses-là.
c'est quoi l'évolution de ce marché? Est-ce que vous voyez ça comme. Est-ce qu'il va y avoir de l'intégration à un moment donné? Comment tu vois l'évolution de Transit dans ce. L'intégration avec d'autres plateformes? D'autres plateformes, d'autres modes de transport, les trottinettes, ces choses-là. Est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce qu'on s'en va vers un. Parce qu'il y a vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'applications, mais beaucoup de services différents aussi. Là. Ça s'en va où tout ça? Tout d'abord, oui, on a un avantage au niveau de la précision des données, mais à la base, en 2012, quand on a lancé Transit, Google Maps existait déjà. Ça faisait déjà. Tu rentrais ta destination, ça te disait voici les différentes options pour te rendre à ta destination. Ce qu'on voulait améliorer avec Transit, c'était vraiment l'expérience de moi, je prends la 55 tous les jours, je veux juste savoir quand est-ce que la 55 vient. J'ai pas envie de rentrer ma destination, je sais déjà quand on rentre à la destination. Fait que le différenciateur de Transit, à la base, c'était ça. Là, par la suite, on a commencé, en fait, ça fait longtemps qu'on intègre la nouvelle mobilité. Là, par exemple, Bixi, je pense qu'on l'a ajouté en 2013. Vraiment juste l'affichage des stations. Depuis 2-3 ans, tu peux acheter un laissez-passer Bixi. Tu peux prendre un Bixi, dans le fond, le code de déverrouillage que tu rentres à côté du Bixi, tu peux en obtenir un dans Transit. Tu peux t'inscrire à Bixi via Transit. Même chose pour Communauto, pour Uber, pour Théo, jusqu'à tout récemment. Ouais. Feu Théo. Donc, on embrasse cette nouvelle mobilité-là depuis un moment déjà. C'est sûr que là, les trottinettes, c'est une espèce de nouvelle génération qui pousse encore plus loin. On la voit moins à Montréal, mais aux États-Unis, il y a des villes que les trottinettes, c'est assez intense. Là, sur la côte ouest, beaucoup. Hein. Il est là jusqu'à Calgary aussi chez nous, donc il y en a un petit peu partout. Là. Calgary, je ne suis pas au courant, mais ça va s'en venir si ce n'est pas déjà là. Mais, puis donc, nous, on intègre de plus en plus ces modes-là. Donc, on les affiche, l'emplacement des trottinettes. Si tu planifies un trajet du point A au point B, on va dire tu peux y aller en trottinette. Puis très, très souvent, c'est plus rapide que juste en transport en commun ou juste même en Uber. En fait, c'est un peu le gros point positif des vélos et des trottinettes, c'est que dans une ville, dans un centre urbain, les gens prennent des Uber pour des courses de 1-2 km, alors qu'en vélo, en trottinette, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup moins polluant et c'est plus rapide et c'est moins cher. Donc ça, c'est l'aspect vraiment positif que moi, personnellement, je vois des trottinettes et des vélos. Ils appellent ça le dernier kilomètre, l'espèce de solution pour se rendre à la destination précise. Ça, effectivement, c'est un autre enjeu, c'est que il n'y aura jamais un moyen plus rapide et plus efficace de déplacer les gens du nord au sud à Montréal que la ligne orange. Mais après ça, c'est quand tu arrives à la ligne orange et que tu t'en vas dans l'est ou dans l'ouest, ben là, des fois, les bus, c'est un peu moins rapide. Donc, dans ce cas-là, puis ça, Bixi le fait déjà aujourd'hui, de prendre des Bixi d'une station de métro jusqu'à chez toi, souvent, c'est ça, c'est le first and last mile. Ouais. Puis les trottinettes puis les vélos en libre-service, ça augmente cette accessibilité-là. Vous voyez où là-dedans, Transit? Est-ce que tu vas migrer vers une solution multimodale? On le fait déjà. Ça, comme je dis, Bixi, on l'intègre depuis 2013. Là, les trottinettes, depuis les premières trottinettes, on les intègre dans Transit. Là, on commence à faire du vraiment trajet vraiment multimodal, c'est-à-dire je prends le métro, puis ensuite je prends un Uber ou je prends un Théo. Éventuellement, je prends un Bixi pour me rendre jusqu'à chez moi. Mais dans les faits, les gens, nous, la manière qu'on voit ça, c'est que les gens sont déjà multimodales. Les gens, les citadins se déplacent déjà avec différents modes de transport, puis c'est cet éventail de modes de transport-là qui permet la vie en ville sans voiture. Ouais. S'il y avait juste le transport en commun puis juste le taxi, ce serait difficile vraiment de toujours avoir une solution à portée de main, c'est ça. Donc les gens sont déjà multimodales. Après ça, oui, on pourrait suggérer des options plus créatives, par exemple, c'est ça, prendre trottinette jusqu'au métro, prendre trottinette même jusqu'au bus qui est à 5 coins de rue, puis ça va te sauver 5 minutes. On pense juste que en fait, c'est de plus en plus pertinent étant donné qu'il y a de plus en plus d'options. Puis souvent, c'est que chaque verticale qu'on appelle, là, mettons les verticales de transport en commun, des courses à la demande, des trottinettes, des vélos, est souvent fragmentée en plusieurs opérateurs. Fait que, par exemple, tu as des villes aux États-Unis où tu as 10 fournisseurs de trottinettes. Ouais. Mais les gens, ils s'en foutent un peu de quelle trottinette ils veulent prendre. Ils veulent juste prendre la plus proche. Ils veulent prendre une trottinette. La plus proche, puis souvent les prix sont identiques. Ouais. Fait que dans ce contexte-là, un agrégateur comme Transit devient super pertinent parce que les gens... Il y a juste un point de contact pour avoir accès à l'éventail des trottinettes. Puis après ça, le frein demeure l'inscription de ces services-là parce que pour prendre la trottinette, il faut s'inscrire. Donc, nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est comment on peut, oui, faciliter l'accès à l'information, mais après ça, faciliter l'accès à la réservation et à l'inscription. La transaction, à la limite, oui. Parce que c'est un peu à ça que je voulais venir parce que tous ces modes-là demandent évidemment de s'inscrire à gauche, à droite, d'avoir différentes applications. Il va y avoir à un moment donné un mouvement... J'imagine d'unification des applications. Est-ce que vous voulez être de ce mouvement-là ou est-ce que vous voyez plus comme une espèce de service sous-service qui pourrait être intégré à d'autres applications éventuellement? Comment tu vois l'avenir? Je viens un peu de parler de l'importance d'un agrégateur dans ce monde où est-ce que la mobilité est vraiment fragmentée.
Après ça, c'est important de garder en tête que la colonne vertébrale de la mobilité en ville doit rester le transport en commun. Puis nous, depuis 2012, dans le fond, le transport en commun est au cœur de Transit, puis l'application s'appelle Transit. Puis d'ailleurs, pendant un temps, c'est un problème, mais de plus en plus, c'est un point positif parce que on travaille beaucoup avec les sociétés de transport, puis ça rassure les villes et les sociétés de transport que notre priorité numéro 1, ça reste le transport en commun. Parce que c'est pas de les contourner ou de les chambouler. On veut travailler avec les villes pour améliorer la mobilité. Donc, il y a différentes approches. Nous, notre approche, c'est vraiment le transport en commun comme colonne vertébrale. Puis après ça, il y a d'autres services qui viennent se greffer à ça. Après ça, il y a d'autres plateformes, comme tantôt tu parlais de Uber, que c'est un peu, l'approche est un peu renversée. C'est qu'ils ont commencé avec le service de course à la demande. Là, ils ont acheté Jump. Là, ils ajoutent des trottinettes. Puis là, ils parlent d'ajouter le transport en commun. Donc, c'est un peu à l'inverse, tandis que nous, c'est le transport en commun à la base. Dans les deux cas, que ce soit Uber, que ce soit nous, puis il y en a d'autres, je pense qu'il y a un intérêt pour avoir une espèce de compte centralisé de mobilité. Nous, dans cette vision-là, ce qui est vraiment primordial, c'est qu'on développe cette vision-là, puis on développe ce partenariat-là avec les sociétés de transport et non pas à l'opposé des sociétés de transport. Oui, puis le but, c'est vraiment que c'est ça. Il y a un compte central, mais que le transport en commun soit au cœur de ça. C'est drôle, on parlait tantôt d'Audi qui veut prédire les feux verts. Ça peut quasiment être une évolution de votre application vers le transport individuel. Vous pourriez intégrer la prédiction de, écoute, appelons ça du mobilier urbain, là, mais de tout ce qui est transport connecté, en fin de compte. Là. Est-ce que comment tu vois ça, là, parce que ça fait partie de la ville intelligente, cette notion de mobilité optimisée. Est-ce qu'on s'en va vraiment vers dans 10 ans, 15 ans, vers un mode de transport en ville qui va être comme parfait et fonctionnel, mieux qu'il l'est en ce moment, ou est-ce qu'on va rester toujours avec cette espèce de marché morcelé de moyens de transport? Je pense que ça va rester morcelé pendant longtemps. Je pense que la ville intelligente est une espèce de buzzword fourre-tout dans lequel on inclut toutes sortes de notions. Par exemple, prédire les... Merci, Sam. Je voulais que quelqu'un le dise. Par exemple, prédire les feux verts, c'est tellement, à mon avis, insignifiant comme avancée technologique. Puis, c'est pas... là où Transit il peut avoir une ouverture pour Transit, c'est par exemple l'avenue des voitures autonomes. Éventuellement, s'il y a, encore une fois, si le marché des voitures autonomes est ouvert, puis il y a par exemple 5 fournisseurs de services de voitures autonomes à Montréal, là encore une fois, comme Transit, étant de la plateforme de mobilité, ça fait du sens qu'on intègre ces fournisseurs-là. Puis que quand je veux une voiture autonome, je m'en fous c'est laquelle, j'en veux juste une. Fait que là, je la commande avec Transit. Mais après ça, prédire les feux verts, puis tout ce qui est, c'est ça là, mobilier urbain. Honnêtement, moi, je trouve que c'est tellement des dépenses énormes. Puis, on parle d'infrastructure publique. Là. Fait que c'est nécessairement de l'argent public ou sinon, c'est de mettre des senseurs dans les lampadaires, dans les feux de circulation. Puis, je trouve que c'est comme un projet... c'est ambitieux d'une certaine façon, mais ça vient de c'est ambitieux, mais le mouvement, évidemment, du secteur technologique. Ça a commencé avec IBM il y a 10 ans. Toutes les villes ont des budgets maintenant pour ça. Oui, on a des budgets pour ça, mais en même temps, tu regardes c'est quoi les projets concrètement qui sortent de ces programmes-là, puis c'est souvent très... c'est plus des idées ou c'est plus des concepts. Très prototype, oui. Très prototype. Puis, après ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme la mauvaise approche. C'est un peu comme une gang de technophiles qui adorent la technologie, qui adorent les senseurs, puis qui veulent en mettre partout. Puis après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors que c'est beaucoup plus l'inverse. C'est comment on peut aider les gens à se déplacer en ville. Puis on parle de mobilité depuis tantôt, mais à mon avis, la meilleure mobilité reste la marche. Puis quand on parle des plus belles villes, puis des villes les plus agréables à vivre, c'est ce qu'on appelle des villes marchables, des walkable cities. La dimension humaine, oui. Où est-ce que tu peux tout faire à pied dans un rayon de 15-20 minutes, puis que dans le fond, tu n'as pas besoin de voiture, limite, tu n'as pas besoin de te déplacer en transport en commun. Transit, dans un sens, existe parce que les villes ne sont pas comme ça, puis les gens travaillent souvent loin de où est-ce qu'ils habitent, donc ils doivent se déplacer, donc ça prend des outils pour se déplacer. Mais après ça, la ville intelligente, d'un point de vue humain, pour moi, c'est beaucoup plus qu'on redonne place aux citoyens, aux piétons, qu'on enlève les voitures, qu'on réduit le nombre de voies. Puis, par exemple, le vélo, le vélo, à mon avis, est tellement plus un symbole de ville intelligente que des lumières vertes qui se synchronisent avec les voitures personnelles. Fait que c'est un débat philosophique plus que d'autres choses, mais quand on parle de ville intelligente... C'est un bon point, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de villes au Québec et partout dans le monde là, qui se questionnent sur les premières étapes à faire pour se rendre vers ce concept de ville intelligente. Ouais. Est-ce que donner accès à une information précise, comme ce que vous faites chez Transit, est une première bonne étape pour aller dans ce sens-là? Oui, mais encore une fois, tu sais, c'est... tu as un peu l'accès aux gens, dans le fond, savoir quand est-ce qu'ils peuvent se déplacer en autobus. Ça fait un moment qu'on fait ça déjà, puis la plupart des villes font ça déjà. Puis
la disponibilité des données de transport en commun, que ce soit des données théoriques ou des données de temps réel, je pense que c'est la base pour construire une plateforme de mobilité. Ouais. Mais après ça, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'une ville est ce qu'on dit intelligente? Je ne sais pas. Moi, je trouve encore que le concept de ville intelligente est un peu abstrait et que c'est pas trop clair qu'est-ce qu'on essaie de faire. Ben, je pense qu'il y a une notion d'accessibilité derrière ça. On veut que les gens puissent être capables de prendre des décisions éclairées, rapides. Je suis entièrement d'accord, mais ça, pour moi, c'est pas nécessairement une ville intelligente. C'est comme la météo pendant longtemps, c'est pour avoir la météo, c'était à la télé, à la radio, dans le journal. Puis là, un jour, les données ont été ouvertes. Puis là, ben, maintenant, si je veux la météo, là, j'ai des milliers de façons d'aller chercher la météo. La météo est rendue une information super accessible. Mais c'est juste parce que les données ont été ouvertes. C'est la même chose pour la mobilité. Les données sont ouvertes. Puis ça, d'ailleurs, c'est un principe qu'on pousse énormément parce que les données de transport en commun en Amérique du Nord sont souvent ouvertes. Par contre, il y a un danger que les opérateurs privés, par exemple Uber, par exemple, tous les opérateurs de trottinettes, qu'eux, ils n'ouvrent pas leurs données parce que beaucoup de ces compagnies-là essaient de construire leur propre écosystème de mobilité. Donc là, si tout le monde construit son petit, ce qu'on appelle un walled garden, là, chaque opérateur construit son petit royaume de mobilité. Zone privée réservée. Là, on a un problème d'accessibilité. Puis là, est-ce que c'est là qu'on peut dire que ça va à l'opposé de la ville intelligente, peut-être? Fait que l'ouverture des données est à la base de tout ça, mais juste pour moi, peut-être que c'est super personnel, mais peut-être que j'ai tellement entendu le mot ville intelligente que pour moi, ça ne veut plus rien dire, puis je préfère parler directement de ouverture des données, accessibilité des données, plateforme ouverte, des choses comme ça. Non, mais c'est intéressant, puis ça apporte une nuance parce que justement, les gens qui sont nouveaux là-dessus voient la ville intelligente comme un terme qui englobe beaucoup de choses. Ouais. C'est bien aussi de définir des créneaux où c'est plus précis. On pourrait aussi dire récemment, l'intelligence artificielle, ça englobe plein de choses, choses, mais concrètement, c'est quoi? Quand j'ai vu un article chez Meilleur qui disait que 4 startups sur 10, 6 startups sur 10 en fait, puis qui prétendaient faire du AI, mais il n'y avait pas d'AI dans leur truc. Fait que là, c'est rendu que les startups raisent de l'argent en disant on fait du AI. Puis j'ai déjà donné une conférence au HEC, puis je me suis fait introduire comme PDG de Transit, une compagnie qui jumelle le AI avec le big data, puis tout. Là, j'étais comme aïe, mais comment mettre le plus de buzzwords ensemble pour introduire une compagnie? Puis c'est trendy, les gens ils parlent de ces trends-là, puis ils se garochent tout sur big data, sur AI, mais ils perdent un peu le sens de c'est quoi que ça veut dire dans le fond AI, c'est quoi que ça veut dire big data, c'est quoi la vie intelligente. Fait que c'est important de faire ces... je vais faire un parallèle, mais on va commencer quelque part. Vous faites des antennes des grandes villes. On parlait de Saint-Louis, Missouri. Est-ce que vous avez une solution qui s'adresse aussi aux plus petites, les banlieues, par exemple, les villes villes dortoirs, mettons, où le transport en commun est plus déficient, mais quand même, vous gagnerez à être, disons, bonifié avec une application comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que c'est un marché que vous desservez ou que vous comptez desservir? On en a. En fait, l'application Transit, ça fonctionne en pratiquement... je ne pourrais pas dire en pourcentage, mais la grande majorité des villes qui ont des réseaux de transport en commun en Amérique du Nord, Transit fonctionne dans ces villes-là. Après ça, le next step, si on veut, c'est est-ce qu'on travaille en partenariat avec cette ville-là ou avec la société de transport? Puis Saint-Louis, c'est un peu une mid-size city, là, mais après ça, on a beaucoup de partenariats dans des plus petites villes. Par exemple, Gatineau, c'est pas une petite ville, mais par exemple, Trois-Rivières, par exemple. Je m'excuse, j'ai pas la liste en tête, mais on a des douzaines de partenariats avec toutes sortes de tailles de villes. On a Montréal, Baltimore, Boston, mais on a aussi justement, c'est ça, des Trois-Rivières, des Saint-Louis. Qui sont vraiment intégrés dans des grands réseaux. Qui sont intégrés dans des réseaux ou qui sont tout seuls. Par exemple, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est intégré à Montréal, mais ça se connecte à Montréal, mais ça reste que c'est des petites villes en périphérie de grandes régions. Trois-Rivières, c'est un peu plus isolé, mais reste qu'ils font la promotion de transit parce qu'encore une fois, en fait, les plus petites sociétés de transport sont beaucoup plus susceptibles de vouloir faire un partenariat parce qu'ils ont encore moins les moyens de se lancer dans le développement d'applications. Leur propre outil, oui, exactement. C'est du bon sens. Qu'est-ce qui s'en vient pour Transit? Vous avez levé une bonne ronde de financement récemment? Oui, on a levé une ronde de financement à l'automne avec un fonds qui s'appelle Alliance Venture. Dans le fond, c'était un investissement stratégique dans le sens où est-ce que, on parlait de voitures autonomes tantôt, donc l'Alliance, c'est un conglomérat, le fonds d'investissement dans le fond de Nissan, Mitsubishi et Renault. Puis Christian Noske, qui est à la tête de ce fonds-là, ça fait longtemps qu'on parlait avec lui. En fait, il suit notre évolution depuis 2014. Donc, il nous connaissait bien, nous on l'aime bien, il connaît super bien la mobilité, c'est vraiment un expert en mobilité, puis c'est la discussion qu'on a en ce moment, c'est le genre de discussion qu'on a tout le temps avec lui. Donc, c'est lui qui a mené cette ronde de financement-là, auquel s'est greffé nos investisseurs existants, donc
Accel, Accomplice, Real Ventures de Montréal, la BDC, puis aussi un autre fonds d'investissement de Londres qui s'appelle InMotion, puis ça c'est le fonds d'investissement de Jaguar puis Land Rover. Wow. Donc, si vous avez bien écouté, il y a 5 fabricants automobiles là-dedans. Ben oui, vous êtes dans l'automobile. C'est ça. Fait que à fond, l'ironie là. du truc, c'est qu'on utilise l'argent des fabricants automobiles pour tuer l'automobile. Pour tuer l'automobile. Absolument. Puis les investisseurs sont au courant. Ils savent. Parce que, bon, les fabricants automobiles essayent de se réinventer en ce moment parce qu'ils voient déjà là, que éventuellement, les gens ils vont plus acheter de voitures, ils vont acheter des services de voitures. Puis donc, la possession de voitures ne sera plus nécessaire. Donc, beaucoup de fabricants automobiles essaient de se réinventer là-dedans. Puis, pour nous, ben, quand cette nouvelle révolution-là va se concrétiser, parce qu'on en parle depuis super longtemps, puis il y en a qui disent 5 ans, 10 ans, 50 ans, c'est plus trop clair. Mais quand cette révolution-là va arriver, ben, en ayant 5 différents partenaires de fabricants automobiles, ben, on est dans une position où est-ce qu'on peut être à l'avant-garde de cette révolution sans avoir non plus de parti pris. Ça, pour nous, c'est super intéressant, encore une fois, parce qu'on veut être cette plateforme-là neutre et ouverte de la mobilité, puis pas pousser un service en particulier. Donc, avec 5 fabricants, il y a moins de chances que... Est-ce que ça vous ouvre les marchés français, asiatiques, britanniques par la bande? Ben, ça ouvre des opportunités au Japon, puis en Europe. On a déjà une présence en Europe. L'application est disponible en France, en Allemagne, au UK, en Italie. Mais on est beaucoup plus populaire en Amérique du Nord. Il y a différentes explications pour ça. Mais c'est clair que, par exemple, d'avoir Renault dans nos investisseurs, ben, ça ouvre une porte à la réflexion, comment est-ce qu'on peut approfondir notre présence oui, c'est ça, en Europe, particulièrement en France. C'est que ça ouvre ces opportunités-là, mais je te dirais qu'en ce moment, le focus est surtout sur l'Amérique du Nord. Le focus est sur l'Amérique du Nord, le focus est sur les partenariats avec les sociétés de transport, donc comment on peut convaincre plus de ces transports de l'approche qu'a pris par exemple la STM, de confier l'application à des tiers parties. Le focus est vraiment sur l'intégration de nouveaux modes de transport, par exemple les trottinettes, les vélos en libre-service, comment on peut faciliter l'inscription de ces services-là, comment on peut faciliter l'utilisation de ces services-là pour faire en sorte que les gens se déplacent en ville puis passent de service en service, mais que d'un point de vue expérience utilisateur, ça file comme un seul mode de transport. Ouais. Donc, c'est ça le focus. Fait que le nouveau fonds que vous avez levé ou la nouvelle ronde de financement que vous avez levé, ça va être utilisé pour avancer la technologie chez Transit, mais aussi pour faire marketing, développement d'affaires. Oui, ben, tout ce que je viens de dire. En fait, c'est toutes des choses qu'on faisait déjà. Sauf que là, dans le fond, c'est ça. Le fonds les sommes qu'on a levées, ça nous aide à venir accélérer un peu plus le pas. Des partenariats, on en faisait. La STM, c'est ça, c'était en décembre 2017. Les nouveaux modes de transport, les trottinettes, on avait déjà commencé à les intégrer avant qu'on lève cette ronde-là. Fait que la ronde, c'est vraiment juste pour accélérer ce qu'on faisait déjà. Puis, comme vous avez mentionné plus tôt, là, je veux dire, la mobilité est en pleine effervescence. Il y a tellement de choses qui se passent. Là, il y a Lyft qui va rentrer en bourse prochainement. En fait, je pense qu'ils ne sont pas encore rentrés. Mais ça s'en vient là, dans les prochains mois. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un domaine incroyablement excitant. Puis, tu sais, quand on a commencé en 2012, là, jamais on n'aurait pensé que la mobilité deviendrait autant centrale d'un point de vue, même d'un point de vue politique. Là. Je veux dire, il n'y a pas une élection qui se passe maintenant sans qu'on parle de transport en commun. Puis ça, en 2012, ben, on le voyait pas arriver. Puis ça a juste à donner le même. Puis en plus, même d'un point de vue environnemental, puis moi, depuis le début, j'ai toujours pensé personnellement que tu ne vas jamais convaincre les gens à prendre le transport en commun en leur disant « Hey, sauve la planète, prends le transport en commun ». Tu peux convaincre les gens à prendre le transport en commun en leur disant qu'ils vont arriver à destination plus tôt, que l'expérience moins stressant, ils peuvent faire d'autres choses pendant le trajet, puis que ben un side effect de ça, c'est que ben ton empreinte environnementale est moins grande. Donc c'est cool aussi que ce qu'on fait a un impact environnemental, puis encore une fois en 2012 quand on a commencé, c'était pas du tout ça l'intérêt. C'est pas aussi apparent, non, effectivement. Tu parlais de Lyft, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous avez une stratégie pour aller en bourse éventuellement? Voyez-vous à ce niveau-là où est-ce que vous voulez aller? Je dirais que c'est un peu loin la bourse. Par contre, un truc qui est en voulant être indépendant, en voulant être cette plateforme neutre, ouverte, c'est clair que ça ferme certaines portes. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, puis vraiment de rester indépendant, ouvert, se faire acheter par exemple, un Uber ou un Lyft, ben, ça fait moins de sens. Ça serait embêtant, ça serait embêtant parce que là, il faudrait renier à notre vision, notre philosophie. Donc, mais se faire acheter par un Google ferait du sens. Ben, plus ou moins, parce que Google a des parties pris dans l'industrie des voitures autonomes, des parties pris dans même les trottinettes. Ils ont fait des investissements dans Lime. Puis, tu sais, Google, le transport en commun est un peu en second plan, a toujours été en second plan. Fait honnêtement, en ce moment, il n'y a aucune
il y a pas d'acheteurs dans notre ligne de mire. Puis je dirais qu'il y en a de moins en moins parce que c'est ça, si on veut rester neutre, fidèle à nous-mêmes, ben ça n'avait plus vraiment de sens. Ça ne compense pas encore à la bourse, mais on se dit que, puis là, dans le fond, l'intérêt de cette ronde de financement-là, c'est aussi que ça nous donne assez de jeu un horizon, ouais. un horizon pour développer notre modèle d'affaires parce que pour rester indépendant puis pour entrer en bourse, éventuellement, il faut générer des revenus importants. Ouais. Donc là, cette ronde de financement-là, un autre des objectifs, c'est vraiment de plus développer notre modèle d'affaires qui va être, qui n'a rien à voir avec ce que vous parlez tantôt avec Facebook, qui est assez scandaleux, mais... Bien de le dire, oui, effectivement. Parce que les données, nos données sont toutes anonymisées, on partage nos données avec les sociétés de transport pour leur permettre d'améliorer leurs opérations, mais on n'a aucun plan de vendre les données ou quoi que ce soit. Puis souvent, les gens disent l'application est gratuite, qu'est-ce que vous faites avec mes données, mais on ne fait absolument rien avec les données. Que l'utiliser pour offrir le service que vous offrez, essentiellement. Oui, mais je veux dire, par exemple, que Martin, son domicile est là, que son travail est là, bien, déjà, on ne sait pas que c'est Martin parce qu'on ne demande pas aux gens de se créer de compte. Mais je veux dire qu'on a des emplacements de domicile, de travail, de tes lignes favorites. Après ça, c'est des données qu'on partage. Encore une fois, elles sont toutes anonymes, on les partage. Oui, mais moi, je suis juste un numéro, je suis 1, 2, 3, 4, 5, puis voilà. Oui, puis après ça, les seuls gens à qui on partage ces données-là, ce serait la STM pour lui permettre de comprendre d'où proviennent ses usagers, est-ce qu'on peut améliorer le service dans l'arrondissement de Martin, etc. Mm-hmm. Prends l'autobus puis pèse sur Go. Hey, super intéressant, merci beaucoup Sam. Ça fait plaisir. Hey Sam, vraiment merci, super intéressant. Cofondateur, vous êtes combien chez On est 42. 42. Je suis cofondateur avec Guillaume Campagna, qui est notre directeur technique, qui a travaillé chez WearCloud dans l'ancienne vie de Martin. Oui, vrai. Puis, super. Avec aussi Kwan, puis Alex, puis plein de monde que Martin connaît. Tout à fait. Le monde est petit, l'écosystème est petit. Ouais. Super. Ben, merci Sam. Donc, cofondateur et président de Transit, la compagnie et l'application éponyme, en fin de compte, qui offre des horaires très détaillés d'autobus dans plusieurs villes, dans dizaines de villes dans l'Amérique du Nord. Centaines de villes, me dit-on, au fond là-bas. Ça fait beaucoup de villes, ça, mesdames et messieurs. Donc, si vous voulez. C'est drôle parce qu'on a eu un débat chaud sur la ville intelligente, mais si vous voulez vraiment. Parce que la ville intelligente ne veut pas, buzzword ou pas, s'il y a un gros élément de mobilité. Oui. Une chose intelligente à faire, c'est de savoir quand passe l'autobus pour l'attraper à temps. Puis ça, je pense que ça fait partie de l'équation. Tout à fait. C'est intéressant. Application gratuite, donc pas de raison de ne pas la télécharger. Si vous voulez aider vos collègues co-voyageurs, il y a une fonction Go. Super bien fait en plus. Allez voir ça, vraiment. Là, ça fait longtemps que ça existe. Sam, c'est vraiment un pionnier là-dedans. Fait que, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ça sur votre téléphone intelligent. Voilà, l'annonce est passée. Merci. Hey, on va changer un peu de sujet, mais on reste dans la mobilité. Est-ce que tu as un nouveau téléphone pour nous encore cette semaine? Et là, je ne sais pas si vous allez voir, je vais même le zoomer un peu parce que là, le reflet, ça c'est blanc. C'est même plus blanc que blanc, même si ça a l'air bleu. C'est l'endos du Galaxy S10 Plus, le téléphone à 5 caméras. Merci Sam. Qui a été présenté il y a, 2 semaines par Samsung et qui est finalement en vente partout. En 3 versions, S10e. S10 tout court, Martin, je te coupe la face. Laisse-moi juste... Ah oui, c'est vrai, tu me coupais la face. Ben là, excuse-moi, on était mal placé. De rien. Donc, S10e qui est la version écono à 1020 $, S10 tout court qui commence à 1260 $ et le S10 Plus qui est celui-là qui est le plus gros des trois à 1420 $. Évidemment, sans forfait, le plus, c'est plus cher. Et le plus, pour plus cher, plus équipé aussi, a à l'arrière 3 objectifs pour sa caméra. A à l'avant 2 objectifs pour sa caméra frontale, a un écran de 6,4 pouces, je crois, parce que l'autre c'est 6,2 puis l'autre c'est 5,8. Le S10e, c'est une version écono, un peu comme l'iPhone par rapport à l'iPhone Max, l'iPhone XR. Comme celui que j'ai finalement. Ouf, j'ai eu un petit blanc. Donc ça, c'est l'équivalent du iPhone XS Max. Bref, stratégie similaire chez Samsung et chez Apple pour découper le marché du téléphone intelligent haut de gamme, ce qui est tout un défi. Point de vue fiche technique, c'est difficile de trouver plus performant que cet appareil-là, qui a le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm, qui est le dernier cri là, du processeur mobile. Vient avec, selon la version, 6 ou 8 ou 12 gigaoctets de mémoire vive. 12 gigaoctets de RAM sur un téléphone, c'est quand même pas rien.
Stockage qui démarre à 128 gigaoctets, mais qui peut aller jusqu'à 1 teraoctet. Et si vous optez pour un S10 Plus avec 512 ou 1024 gigaoctets de stockage, vous avez droit à une version en céramique, soit blanche ou noire, donc l'endos plus blanc que ce blanc-là, en fait. Très joli, mais aussi très coûteux, on peut l'imaginer. Ce qui est intéressant sur cet appareil-là, c'est que ça reprend le fameux concept de téléphone sans bordure, d'écran mur à mur de Samsung qui a été introduit dans les dernières années, notamment avec le S9. L'affichage là-dessus occupe quasiment 100% de l'écran. J'ai pas assez clair. Occupe 93,1% de toute la surface frontale, ce qui est beaucoup, ce qui fait qu'il n'y a à peu près pas de cadre autour. Vous avez remarqué que Samsung a réussi à, j'essaie de l'avoir sans reflet, à intégrer la caméra dans le coin ici, donc pas le fameux encoche qui était toute la discussion là, la dernière année dans la mobilité. Mais il y a quand même, dépendamment comment on veut l'utiliser, la caméra est masquée par le fond d'écran, des choses comme ça, mais occupe peu d'espace, donc pas très embêtante de ce côté-là. Je dis qu'il y a 2 caméras à l'avant, parce qu'il y a une caméra infrarouge qui permet d'avoir une précision sur les distances, ces choses-là, pour faire le fameux effet de fond flou pour les photos portraits qui est très populaire, semble-t-il, depuis quelques années. Et les 3 objectifs à l'arrière sont l'autre trait déterminant, ce qui permet d'avoir un objectif pour une photo style, l'équivalent d'une 45 mm sur une prise de photo normale, un zoom 2x, donc qui va un peu plus chercher les objets lointains, et un très grand angle qui fait, je pense, quelque chose comme 125 degrés de prise de vue. Là, 125 degrés, c'est à peu près ce que, quand on regarde, là, c'est à peu près ce qu'on voit si on ne force pas pour le champ de vision. Donc, ça fait des photos extrêmement larges sans être du panoramique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait un grand mouvement, c'est vraiment, on prend une photo et on a un champ de vision incroyable. Donc, c'est un peu d'un extrême à l'autre. On a un zoom optique parce qu'on a un objectif 2x et on a aussi un très grand angle. Ce qui est seulement disponible sur le S10 Plus, les autres appareils, donc 2 objectifs et font donc l'équivalent d'un zoom et d'un objectif standard. Les photos sont super belles en passant. La précision du détail est quand même assez étonnante. Là, je suis surpris parce que Samsung a toujours eu tendance à un peu exagérer la saturation des couleurs puis le détail de façon logicielle dans le traitement des images après qu'on ait pris la photo. Puis dans ce cas-ci, je ne l'ai pas trouvé. Au contraire, j'ai trouvé que les images étaient extrêmement nettes et nuancées, plus que par le passé. Donc, félicitations à Samsung pour ça. La combinaison, évidemment, de grand écran et de processeurs super puissants donne à croire que ça va manger l'autonomie, bouffer de la batterie à une vitesse ahurissante, mais il y a quand même une grosse batterie là-dedans, la plus grosse dans le créneau, ce qui fait qu'on a une bonne grosse journée d'autonomie. Là, on peut facilement se rendre à la fin de la journée, sans avoir même si on a le réflexe maladif de toujours allumer l'écran pour regarder ces notifications, là, on se rend à la fin de la journée et il reste encore beaucoup de batterie, ce qui permet d'utiliser comme plaquette de recharge de secours pour un autre appareil. Ça, on le voit dans la publicité de Samsung. Et j'ai, pour le prouver, j'ai ça ici, j'ai les... je ne sais pas si ça va marcher parce que peut-être qu'il se désactive. Il faut l'activer manuellement, ce qui n'est pas... Vous voyez, il ne marchera pas là. Il faut l'activer manuellement dans les réglages pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne. On l'a essayé tantôt avec l'iPhone même pour voir si ça fonctionnait. Et c'est universel, c'est pas nécessairement que pour les produits Samsung. Là. Vous mettez ce que vous voulez là-dessus. C'est vraiment une plaquette de recharge. Donc ça devient un socle de recharge. Le standard QI, oui, qui est universel par rapport à ces produits-là. À l'inverse, c'est une recharge rapide que Samsung intègre là-dessus. Et si vous avez le chargeur sans fil compatible, ça recharge à la même vitesse que de le brancher dans un port USB. Donc, c'est une recharge sans fil extrêmement rapide. Et évidemment, bon, USB-C aussi, ça recharge assez rapidement, merci. Je dis ça comme ça en passant, mais il y a un port pour un casque stéréo au bas. Un fameux jack de 3 mm et demi. Donc, Samsung ne laisse pas tomber les gens qui ont un casque qui se branche. Avec fil. Comme on le disait la semaine dernière, si vous allez chez certains fournisseurs pour l'acheter, les Galaxy Buds, les écouteurs sans fil de Samsung, sont offerts gratuitement avec l'appareil, ce qui explique d'ailleurs le prix de détail relativement élevé de toute la patente. Détection d'empreinte sur l'écran. Voilà, j'allais en parler. Il y a l'autre grosse, c'est 3 affaires, l'autre grosse nouveauté, outre l'écran et la caméra, c'est le lecteur d'empreintes ici. Et là, vous voyez, j'ai beau essayer, ça ne marche pas. Et ça, c'est un petit peu irritant. Ça va fonctionner la plupart du temps. Mais ce n'est pas aussi naturel que le lecteur d'empreintes physique, peu importe où on le localise. Donc, c'est un plus pour un moins parce que ça permet d'avoir un plus bel écran à l'avant, ça permet d'éviter de l'avoir à l'arrière et d'y mettre son doigt. Ça permet d'éviter aussi ce que Motorola, je pense, a fait et certains autres, où ils l'ont mis sur le bouton. Ah, ben c'est ça, sur le bouton d'alimentation sur le côté, le S10e l'a ça. Ah, OK. Tu vois, parce que le S10 Plus et le S10 intègrent ça ici dans l'écran, mais la version écono du S10, donc là sur le côté. Et là, justement, on glisse le doigt sur le bouton d'alimentation et c'est réglé.
c'est pas nécessairement pas naturel de faire ça. Donc, d'avoir le truc intégré à l'écran, c'est peut-être un peu superflu. De toute façon, on peut aussi faire de la reconnaissance visuelle, on peut reconnaître le visage. Et à la fin de la journée, si ce que vous voulez, c'est de la vitesse. C'est drôle parce que j'ai reçu hier soir, très tard, ce téléphone-là aussi, qui est le Moto G7 de Motorola, qui est un téléphone qui va se vendre 400 $ avec aucune entente et rien, donc qui va être probablement donné avec une entente d'1 an chez des fournisseurs canadiens. Et il a un lecteur d'empreintes traditionnel à l'arrière. Et quand on fait le test, quand on compare vraiment juste le fait de OK, je veux ouvrir mon téléphone, combien de temps ça prend? Bien, le Motorola est plus rapide. C'est un petit peu plate de payer très très cher pour un téléphone qui offre une interface un peu moins intuitive. Mais c'est du dernier cri, donc ça a son intérêt quand même. Donc, point de vue mécanique, un des plus beaux téléphones. Samsung promet que ce téléphone-là va vous durer des années et des années et des années, notamment parce qu'ils ont développé une gestion d'applications qui précharge les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc, qui permet de lancer les applications plus rapidement. Donc, même si votre téléphone, vous ajoutez des applications, il s'alourdit, ça se ralentit, le système s'encrasse et tout ça, garantit quand même qu'il va durer longtemps en termes de rapidité d'exécution des principales tâches que vous effectuez sur votre téléphone. Évidemment, il va falloir le tester pour le savoir, parce que ça reste très théorique pour le moment. Mais il y a vraiment un appareil là, qui a tout ce que vous voulez. C'est vraiment le téléphone Android à considérer. Je vous dirais, personnellement, je vous recommanderais de trouver peut-être une autre interface que l'interface par défaut que Samsung propose, parce qu'elle est un petit peu... c'est pas la plus jolie. Je trouve que même sur le Pixel 3, par exemple, Google fait un meilleur travail d'intégrer l'interface et les fonctions d'Android 9. Et ben, l'autre truc, c'est que Samsung, point de vue mise à jour du logiciel, du firmware d'Android, c'est toujours un peu long. Donc ça vient avec Android 9. Là, heureusement, il y a Android 9, oui. Mais le jour où Android passe à la génération suivante, probablement au courant de l'année prochaine, oui. Ça va prendre du temps avant que ça arrive sur cet appareil-là. Donc ça, c'est un peu toujours le bémol avec les produits Parce Samsung. que Samsung a modifié un peu l'interface, c'est pas une interface de base. Ça prend du temps. Ils ne sont pas les seuls, évidemment. Motorola, Exact. c'est la même chose. Bien des fabricants, c'est la même chose. Mais c'est comme c'est le téléphone Android le plus... un des plus prestigieux, en tout cas, probablement un des plus gros vendeurs aussi. C'est un peu fâchant quand on arrive avec un téléphone qu'on veut qui dure longtemps et qu'on n'arrive toujours pas à faire la mise à jour logicielle, qui serait la moindre des choses. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais à la fin de la journée, ça reste navrant. Donc, petit bémol. Sinon, c'est sûr que si vous cherchez une mécanique dernier cri, c'est l'appareil à considérer. Il n'y a aucun doute, à condition de payer le prix. Mais là, encore une fois, un forfait de 2 ans va réduire sensiblement la facture que vous aurez à payer. Et comme je viens de le dire avec le G7, il existe des alternatives bon marché. Si ce que vous cherchez, c'est juste un appareil qui va vite et qui ne fait pas tous les trucs les plus récents. Voilà, donc le Galaxy S10, ça c'était le S10 Plus. À vous de voir si ça vous intéresse. Évidemment, d'appareils comme ça, on s'attend à ce qu'ils durent quand même 4-5 ans, ce qui est rendu la nouvelle norme depuis qu'on regarde ça. Ça s'étire de plus en plus parce que les appareils sont de plus en plus chers. On a l'impression qu'il va durer quand même un bon bout de temps si on en prend soin, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si vous êtes du genre à aimer toujours les téléphones qui se renouvellent rapidement, peut-être qu'un appareil à 400 $ qui va être gratuit pour 1 an ou 2, ça vaut la peine. À vous de considérer. À vous de considérer. Voilà, c'est tout. Bonne épisode, journée, hein? Grosse journée. Écoute, Grosse journée, on a mis le temps, ça fait 1 heure. Alors, on va vous souhaiter quand même une bonne fin de journée, un bon lunch. C'est l'heure du lunch. Et on se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. On va avoir la semaine prochaine peut-être un produit Huawei. Oh. On pourra parler de la question de Huawei dans le monde de la mobilité. Non, il ne sera pas pliable. Ben, il va peut-être pliable, mais ce ne sera pas un écran. Ce n'est pas le téléphone auquel tu fais référence. D'accord. Sinon, on vous souhaite une bonne fin de journée. On était, nous aussi, encore une fois, cette semaine dans le direct du Café Osmo pour Café vous présenter Osmo, oui. ça, une tasse de tech. Écoute, tasse de tech intéressante. On a parlé de plein de choses grâce à Sam Vermette de Transit. Espérons qu'on aura un invité aussi intéressant la semaine prochaine. On travaille là-dessus. C'est bon? Bonne semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Merci.